chers amis, il est 18 heures très précisément, donc nous allons démarrer comme nous en avons l'habitude à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous à cette quatrième édition des ateliers républicains organisés par ELNet, European Leadership Network, et préparé, pensé par notre ami Gérard Rabinovitch, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir pour cette quatrième édition d'accueillir Jean-François Bronstein. Je vais laisser le soin à Gérard de le présenter et il sera question on va poser une question très importante vers la fin des universités occidentales. C'est un sujet extrêmement sérieux. Les universités, la plupart d'entre nous y avons passé un peu de temps, c'est principalement des lieux d'enseignement, de savoir, de débat, d'échange. Ces universités sont-elles devenues les principaux hauts lieux de la censure et finalement de la pauvreté intellectuelle dans nos sociétés? En tout cas, ce qui nous arrive des États-Unis n'est pas très enthousiasmant. Où en sommes-nous en France? Que se passe-t-il exactement sur cette question-là? Eh bien, d'un atelier républicain à l'autre, nous tirons le fil de tous ces débats qui sont tellement importants pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Je vois un public de fidèles qui, de conférence en conférence, s'étoffe. Je vous rappelle que nous diffusons également le replay de cette conférence ainsi que le compte-rendu que nous fait à chaque fois Gérard Rabinovitch. Très important, c'est de diffuser autour de nous, c'est de partager à la fois les invitations, mais également les documents pour qu'on puisse voir en replay. C'est tout l'avantage de travailler sur le digital et le numérique et de petit à petit gagner un public évidemment beaucoup plus large. N'hésitez pas non plus à partager ces documents avec les responsables politiques de vos villes, de vos régions, les députés de vos circonscriptions, avec les journalistes que vous connaissez ou les personnalités en général. Ce que nous faisons, c'est créer du contenu qui est disponible pour qu'il soit partagé et que grâce à ce contenu-là, eh bien, nous puissions faire œuvre utile en matière de sensibilisation sur des sujets de société très importants et d'éducation, parce que ce n'est pas un mot grossier que de dire que nous avons tous besoin de se renforcer de ce point de vue-là aussi. La parole est à présent à Gérard Rabinovitch pour introduire le thème de ce soir, vers la fin des universités occidentales, avec un point d'interrogation. Monsieur Gérard Rabinovitch, c'est à vous. Merci Arié, merci beaucoup. Guérir la démocratie, voire pour quelques-uns, s'en guérir, ou bien se donner l'intelligence de ces pathologies intrinsèques ou déduites, induites ou contingentes. Quels sont les motifs de ces ateliers républicains d'ELNet dont Arié m'a gratifié, et je le remercie encore à chaque fois, mais avec une grande reconnaissance de leur animation. Je voudrais ouvrir cette quatrième séance qui va nous permettre de rencontrer Jean-François Bronstein et les alarmes qu'il nous ramène et va nous faire partager en vous lisant comme un arrière-fond, donnant le là, ou faisant des citations frontispices indicatrices de route, quelques passages d'auteurs de poids et bien au fait des choses. Je commencerai par Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen, et ces vignettes de l'entre-deux-guerres en indice de terreau de ce que fut la montée du nazisme. Toute une jeunesse nouvelle ne croyait plus aux parents, aux politiques, aux maîtres. Chaque proclamation de l'État était lue d'un œil méfiant. Tout d'un coup, la génération d'après-guerre s'émancipait brutalement de toutes les valeurs précédemment établies et tournait le dos à toute tradition, résolue à prendre elle-même en main sa destinée, s'éloignant de tout le passé et se jetant d'un grand élan vers l'avenir. Avec elle devait commencer un monde absolument nouveau, un tout autre ordre dans tous les domaines de la vie, et bien entendu, cela débuta par de violentes exagérations.
tous ceux qui n'étaient pas du même âge qu'elle passaient pour périmés. Dans les écoles, on constituait, sur le modèle russe, des conseils d'élèves qui surveillaient les professeurs. Le plan d'études était aboli, car les enfants ne devaient et ne voulaient apprendre que ce qui leur plaisait. On se révoltait par seul goût de la révolte contre toutes les formes établies, même contre les volontés de la nature comme l'éternelle polarité des sexes. Les filles se faisaient couper les cheveux et si courts qu'avait leur coiffure à la garçonne, on ne pouvait les distinguer des vrais garçons. Et les jeunes hommes, de leur côté, se rasaient la barbe pour paraître plus féminins. L'homosexualité et les mœurs lesbiennes firent fureur, non pas par un penchant intérieur, mais par un esprit de protestation contre les formes traditionnelles, légales, normales de l'amour. Partout, on proscrivait l'élément intelligible, la mélodie en musique, la ressemblance dans un portrait, la clarté dans la langue. Les articles le, la, les furent supprimés. La construction de la phrase mis cul par-dessus tête, on écrivait escarpé et abrupt en style télégraphique avec de fougueuses interjections. Au demeurant, toute littérature qui n'était pas activiste, c'est-à-dire qui ne consistait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Plus un homme était jeune, moins il avait appris, plus il était bienvenu par le seul fait qu'il ne se rattachait à aucune tradition. Enfin, la grande vengeance de la jeunesse se déchaînait triomphalement contre le monde de nos parents. Mais au milieu de ce carnaval sauvage, rien ne m'offrit un spectacle plus tragicomique que de voir combien d'intellectuels de l'ancienne génération, dans leur crainte panique d'être dépassés et considérés comme inactuels, se barbouillaient d'une sauvagerie factice avec la hâte du désespoir et cherchaient à suivre le mouvement d'un pas lourd et claudiquant jusque dans les chemins les plus manifestement aberrants. Tandis que fondait la valeur de la monnaie, toutes les autres valeurs se mettaient à glisser. Une époque d'extase enthousiaste et de fumisterie confuse, mélange unique d'impatience et de fanatisme. Tout ce qui était extravagant et incontrôlable connaissait un âge d'or. La théosophie, l'occultisme, le spiritisme, le somnambulisme, l'anthroposophie, la chiromancie, la graphologie, le yoga hindou et la mysticisme paracelsienne. On s'arrachait tout ce qui promettait des états d'une intensité dépassant ce qu'on avait connu jusque-là, toute espèce de stupéfiant, la morphine, la cocaïne et l'héroïne. Au théâtre, l'inceste et le parricide. Dans la politique, le communisme et le fascisme étaient les seuls thèmes extrêmes qu'on accueillit favorablement. En revanche, on proscrivait sans appel toute forme de normalité et de mesure. Je poursuivrai avec un court extrait de La crise de la culture d'Hannah Arendt, notamment au chapitre de la crise de l'éducation, article paru en 1958. L'autorité ne joue plus aucun rôle dans la vie publique et politique, aucun rôle largement contesté, car la violence, bien sûr, et la terreur en usage dans les pays totalitaires n'ont rien à voir avec l'autorité. Cela, cependant, veut au fond simplement dire qu'on ne veut plus demander à personne de prendre ni confier à personne aucune responsabilité. On n'entend plus très bien. Elle était liée à la responsabilité de la marche du monde. Si l'on retire, cela peut vouloir dire que désormais la responsabilité de la marche du monde est demandée à chacun. Mais cela peut aussi vouloir dire qu'on est en train de désavouer consciemment ou non les exigences du monde et son besoin d'ordre. On est en train de rejeter toute responsabilité pour le monde, celle de donner des ordres comme celle d'y obéir. Dans le cas de l'éducation, au contraire, une telle ambiguïté entre ces deux intentions, en ce qui concerne l'actuelle disparition de l'autorité, n'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas rejeter l'autorité des éducateurs comme s'ils se trouvaient opprimés par une majorité composée d'adultes, même si les méthodes modernes d'éducation ont effectivement essayé de mettre en pratique cette absurdité
qui consiste à traiter les enfants comme une minorité opprimée qui a besoin de se libérer. L'autorité a été abolie par les adultes et cela ne peut que signifier une chose, que les adultes refusent d'assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants. J'aurais pu aussi, il aurait été bon de citer Alan Bloom et son pamphlet paru en français sous le titre de L'Arme des armées, ou encore La traverse qui est toute l'œuvre de George Steiner. À la dernière séance, la dernière fois, lors de la présentation de ce que nous fit Daniel Dayan, j'observais avec la disparition qu'il notait du héros, remplacé par la pleurnicherie victimaire dans le pathos sociétal contemporain, que peut-être nous assistions à la concrétisation de ce que Tocqueville avait présumé d'un despotisme à venir, sans pouvoir pour autant en distinguer de son vivant la figuration achevée, celle livrée aux aléas des propensions historiques. Un despotisme désiré, celui d'une attente d'une mère omnipotente, une servitude qui pourrait, disait Tocqueville, se combiner mieux qu'on imagine avec quelques formes extérieures de la liberté et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. L'histoire se répète en farce, posait à peu près Karl Marx. Et si, plutôt, en matière d'itération, elle se répétait en pire, insistant en se parachevant. Les vignettes d'entre-deux-guerres de Stefan Zweig, les diagnostics d'après la Seconde Guerre d'Hannah Arendt, consonnent avec ce que Jean-François Bronstein nous rapporte de ses explorations tranchantes et scrutations fines du temps présent et de ses chahuts épistémologiques. Est-ce encore bête ou déjà méchant? Je reprends là une formule d'un chansonnier allemand en 1915 qui s'appelait Till Reiners et cité par Bettina Stangnet. Jean-François Bronstein est philosophe et historien des sciences, professeur des universités à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire et la philosophie de la médecine. Il est particulièrement attaché à l'œuvre du médecin, philosophe et résistant Georges Canguilhem, une figure également rattachée à l'épopée du Chambon-sur-Lignon, pour ceux qui savent. Jean-François Bronstein lui a consacré une vigoureuse étude, Canguilhem, Histoire des sciences et politique du vivant, et a participé à l'édition des œuvres complètes de celui-ci. Il est encore, et cela rentre directement en résonance avec les motifs des ateliers, l'auteur d'une exploration de ce qui se trame à bas bruit dans bien des cénacles délétères et depuis le haut de chair infatuée de l'université occidentale. Son titre, La philosophie devenue folle, paru en 2018, dans lequel il sonde les idéologies du genre, de l'antispécisme, de l'euthanasisme et leur intersection, ouvrage dans lequel il pointe les absurdités et en désigne les abjections afférentes. Il est aussi à l'initiative d'une tribune s'élevant contre le déni de bon nombre d'universitaires français face à la montée de l'islamo-gauchisme dans les universités, défendant les nécessaires paramètres historiques et axiaux des humanités en leur sein et soutenant les propos de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce dernier point constituant bien évidemment un camouflet impardonnable à la bienséance posturale de la rebellitude anti-étatique convenue. Je lui laisse la parole. Merci de cette présentation. Merci de votre invitation, Arié et Gérard. Merci de la sublime phrase, le sublime extrait de Zweig qui résume très bien ce qui se passe actuellement. Alors, pour ce qui est du titre, je veux dire que je m'en excuse un petit peu parce que là, c'est vraiment un titre catastrophiste. Et tu m'avais demandé ce titre justement au moment où, avant cette pétition qu'on a lancée avec bien d'autres, dont certains sont par ici,
effectivement, où je voyais l'université dénier d'une manière hallucinante l'islamisme en France, alors que toute la France s'était réveillée. Il n'y avait que les universitaires qui ne pouvaient pas comprendre que nous étions attaqués par un mouvement politique déterminé qui s'appelle l'islamisme. Alors, je dirais peut-être aujourd'hui, un peu rasséréné par la réaction de certains de mes collègues, mais pas très nombreux quand même, je parlerai peut-être plutôt de la crise des universités occidentales. Bon, je ne veux pas avoir ce côté catastrophiste ou collapsologique qui me semble de toute façon complètement erroné, mais il se passe effectivement quelque chose et c'est cela que je voulais essayer d'étudier rapidement avec vous ce soir. Le point de départ, c'est quand même la définition de l'université, ce qui est l'idéal type de l'université pour la plupart des universitaires jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le programme de Humboldt, le grand philosophe savant allemand Wilhelm von Humboldt, qui explique que l'université nouvelle qu'il veut fonder, qui sera fondée en Prusse après lui, en 1809, il explique qu'il s'agit dans l'université d'unifier enseignement et recherche, c'est-à-dire d'unifier université et académie. Il faut arrêter de séparer la recherche de l'enseignement. Les deux doivent être faits en même temps. Et il expose ça dans une phrase que je trouve tout à fait enthousiasmante encore aujourd'hui. Le mouvement de la science, dit-il, est manifestement plus rapide et plus vivant dans une université car elle y est continuellement reprise et relancée par un grand nombre d'esprits qui sont en outre plus puissants, plus vigoureux et plus jeunes. Et donc, il vaut mieux enseigner à l'université plutôt que d'être bloqué, si je puis dire, dans une académie. De ce point de vue-là, l'idée, c'est que l'État garantisse l'existence de ces universités, mais qu'il garantisse bien sûr aussi la liberté d'enseignement. Il doit y avoir une liberté complète, faute de quoi la recherche ne peut pas avancer. Et de ce point de vue-là, l'institution des postes de professeurs titulaires ou de tenured aux États-Unis, c'est l'idée, c'est une garantie de liberté. Et effectivement, ce modèle allemand, Humboldt, l'université de Berlin ensuite, est repris par les nouvelles universités américaines à la fin du 19e siècle, comme Johns Hopkins ou Chicago, et les anciennes universités américaines, Harvard et Yale, se convertissent assez rapidement à ce modèle. Alors, évidemment, il y a des changements depuis, vers la professionnalisation, vers une massification de l'enseignement, mais il me semble que c'est quand même l'idéal type de l'université, c'est cela à quoi sont attachés les universitaires. Je cite d'ailleurs à ce propos le Code de l'éducation, qui explique, et je l'ai ressorti cette phrase dans les jours récents, l'enseignement supérieur est libre, laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Et le texte ajoute, il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions, il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Quant aux enseignants, ils jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. Il me semble que c'est toujours l'idéal de l'université. C'est ça l'université, c'est la liberté, c'est le savoir, c'est la tentative d'élaborer un savoir objectif et rationnel. Le problème, c'est qu'il me semble que maintenant, ce modèle est menacé, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. D'abord aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, ensuite en France, et il me semble que ces menaces qui sont patentes dans le cas de l'université américaine deviennent aussi présentes dans le cas de l'université française. J'ai récemment débattu avec une collègue tenante de ce nouveau courant. Ce n'était pas un débat, c'était une bataille rangée. C'est quelque chose de tout à fait inquiétant. Et l'autre problème, c'est que périssent les universités, pourquoi pas, c'est autre chose, mais c'est que cette intolérance qui est présente dans les universités, notamment américaines et bientôt françaises, tend à s'étendre à l'ensemble de la société. Alors, je vais d'abord examiner la situation dans les universités anglo-saxonnes et américaines. Alors, bien sûr, je n'ai aucune hostilité à des choses qui viennent des États-Unis. C'est aujourd'hui encore et toujours le centre de l'université et de la recherche mondiale. Bien des exemples le prouvent. Mais effectivement, ce qui pose problème, ce n'est pas la puissance des universités américaines. Ce qui pose problème, c'est leur dysfonctionnement. Il me semble qu'effectivement, il y a toute une série de dysfonctionnements à la fois théoriques, si je puis dire, et pratiques.
Du côté théorique, je dirais que ce qui ne va pas, c'est effectivement ce que j'appellerais la prolifération des studies. Il y a des studies pour toutes choses. Donc, il y a des studies, alors gender studies d'abord, animal studies, subaltern studies, black studies, whiteness studies, porn studies, postcolonial studies, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a autant de studies qu'il y a de communautés qui veulent donner cours à ces studies. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que, et là aussi, quand on veut me critiquer, on dit oui, mais vous n'avez pas compris que ce sont les Français qui sont responsables. Oui, effectivement, c'est une certaine lecture de ce que les Américains appellent la French Theory, lecture essentiellement de Foucault et de Derrida, et lecture qui est pour le moins pauvre, hein, pour les gens qui, comme moi, connaissent un peu l'œuvre de Foucault, c'est évidemment d'une grande pauvreté. En gros, pour Foucault, pour cette lecture, c'est knowledge power. Les savoirs sont aussi des pouvoirs. Il y a une théorie de la domination, quelquefois appuyée aussi sur Bourdieu, mais aussi un Bourdieu, je dirais, pour les pauvres, hein, ou un Bourdieu pour les pauvres d'esprit. Le savoir occidental serait colonisateur, et donc la science occidentale doit être remise en cause. On verra que si on va jusqu'au bout de ce délire, effectivement, il faut que la science tombe. Science must fall, c'est un mouvement qui précise que la science étant liée au pouvoir, puisque les colonisateurs sont servis de mathématiques, les mathématiques sont coloniales et racistes, il faut en finir avec les mathématiques. C'est effectivement ça. Et d'un autre côté, une lecture de Derrida dans un sens déconstructionniste, bon, qui est possible, effectivement. L'idée est que le sens peut toujours être remis en question, qu'il n'y a que des textes, que des interprétations, pas de réel, pas de vérité, tout est construction sociale, et donc il y a le sexe, c'est simplement des discours, c'est effectivement quelque chose qui tend à nier la rationalité. Tout est interprétation. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations. C'est un Derrida matiné de Heidegger, mais c'est une lecture évidemment très pauvre. Alors, le résultat de tout cela, c'est effectivement qu'apparaissent ces nouvelles disciplines, sous-disciplines, studies, hein, qui sont très particulières puisque derrière ces studies, il y a l'idée que ne peuvent parler dans ce domaine que ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que si vous faites des queer studies, les études sur le queer, hein, les transgenres, évidemment, le queer a priorité sur qui que ce soit d'autre. Et de toute façon, ces studies supposent qu'on soit d'accord sur les préalables pour pouvoir entrer dans le domaine. Et donc, il y a évidemment quelque chose de tout à fait étonnant parce que dans un département d'histoire ou de philosophie, lorsque vous étudiez le genre ou lorsque vous étudiez l'histoire de l'obésité, puisque c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens, ce sont des questions qui sont discutées avec des historiens de toutes sortes. Et il n'y a pas d'unité dogmatique ou d'unité méthodologique. Or, un collègue que je voyais récemment qui travaillait sur l'histoire de l'Algérie me dit qu'il n'arrive pas à trouver de job, si je puis dire, parce que les postes ou les bourses de recherche sont fléchées approche intersectionnelle. Donc, on doit approcher l'histoire de l'Algérie d'un point de vue intersectionnel, ce qui est évidemment contradictoire avec la bonne marche des universités. Il me semble qu'il y a des disciplines qui ont fait leurs preuves, la littérature, la philosophie, l'histoire, etc., dans lesquelles la plupart de ces pseudo-studies peuvent être tout à fait intégrées et cela permettrait effectivement de discuter dans ces studies. Un de mes amis dit effectivement, la study, c'est surtout l'idée d'une censure, c'est-à-dire il y a quelque chose et vous n'avez pas le droit d'y toucher si vous n'avez pas souscrit à tel ou tel présupposé. Alors, je ne vais pas être très long là-dessus parce que je ne voudrais pas dépasser le temps, mais la première, c'est le gender. Bon, j'en ai parlé dans mon bouquin, et effectivement, l'idée, c'est que finalement, le genre est totalement socialement construit, que le corps n'existe pas. Il y a une espèce d'évaporation progressive du corps au fil de cette théorie du gender, depuis John Monnet, le premier, jusqu'à Donna Haraway, par exemple, ou tous les théoriciens de la transfluidité. Le problème aussi, c'est qu'au fil de l'eau, on voit que cette théorie du gender prétend que la biologie n'existe pas, que la biologie est une science patriarcale, une science raciste, coloniale, etc. Il n'y a pas de sexe. Bon, pourquoi pas dire qu'il n'y a pas de sexe, mais enseigner ensuite dans les écoles qu'il n'y a pas de sexe et que l'enfant doit choisir son genre me semble très grave. Il y a ensuite les théories, bon, les animal studies, qui ont pas mal de succès. Hein, tout ça arrive en France progressivement.
avec l'idée que la séparation homme-animal doit être remise en cause, ce serait du spécisme, l'équivalent du racisme. Et donc, c'est très mal de distinguer entre l'homme et l'animal, parce que ça veut dire qu'on a des préjugés liés à notre espèce. C'est l'œuvre, par exemple, de Singer, de Haraway, etc. Il y a aussi des études maintenant très développées sur la disability, l'abilisme, c'est-à-dire le fait d'être en bonne santé, le fait d'être capable ne doit pas devenir un préjugé à l'égard de ceux qui sont handicapés. Donc la disability, les études de disability expliquent que handicapé ou pas, c'est la même chose d'une certaine manière, et que même d'une certaine manière, le handicapé est peut-être supérieur au normal, si je puis dire. Les FAT studies sont aussi des études très étonnantes où on ne tient aucun compte des conseils hygiéniques et on encourage des personnes très obèses à rester obèses et à s'affirmer comme obèses parce que c'est une culture d'une certaine manière. Bon, il y a des deaf studies, etc. Par ailleurs, il y a toute une série d'études qui ont été importées en partie d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Inde. Ce sont les études postcoloniales. Bon, tout ça est importé, puisqu'effectivement, c'est une espèce de jet set à Columbia, à Berkeley, qui est américaine, en fait, bon, mais qui est venue d'autres pays. Les postcolonial studies, c'est effectivement l'étude des pays qui ont été autrefois colonisés, et c'est quelquefois aussi, on le verra tout à l'heure, des décolonial studies, c'est-à-dire il faut continuer cette lutte. Les pays, nos pays, les pays occidentaux, sont tous encore des pays colonisateurs. La France a été et est une colonie. Il y a également les subaltern studies, les études sur les dominés d'une certaine manière, qu'il s'agisse, les subalternes, qu'il s'agisse de classe sociale, de genre, d'orientation sexuelle, d'ethnie ou de religion. Le problème, c'est qu'il y a autant de subaltern studies qu'on s'estime soi-même subalterne. C'est l'œuvre, par exemple, de Chakrabarty qui est intéressante. Deux théories de studies prennent de plus en plus d'importance. D'une part, les race studies, les études sur la race, avec la fameuse critical race theory, la théorie critique de la race, qui est liée aussi à ce qu'on appelle les black studies ou les whiteness studies, les études sur les blancs ou sur les noirs. L'idée principale, c'est qu'il existe un racisme systémique. Racisme systémique, ça veut dire dont il est impossible de s'extraire. Les blancs sont par définition racistes. Alors, Rokhaya Diallo en France dit c'est un racisme atmosphérique. Il est dans l'atmosphère. Si on respire ou si on est né blanc, on est raciste. C'est la fameuse théorie du privilège. Alors, fameuse théorie, mais ces théories sont très fameuses, mais elles ont peu de contenu. La théorie du privilège blanc de Peggy McIntosh qui explique qu'on enseigne aux blancs à ne pas reconnaître le privilège blanc, tout comme on enseigne aux hommes à ne pas reconnaître le privilège masculin. Donc, nous blancs, nous sommes intrinsèquement privilégiés. Un indigène de République, les blancs naissent avec la maladie du racisme. Les blancs, tous les blancs. Ça veut dire que ce sont des théories, à mon avis, racistes. Et le fameux best-seller mondial, qui s'est vendu à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, Robin DiAngelo, White Fragility, la fragilité blanche, qui est un livre extraordinaire, qui vaut d'être lu pour voir jusqu'où peut aller la bêtise, d'une certaine manière, ou la rouerie exceptionnelle, puisque la principale idée de cet auteur, qui gagne des millions en conférences, etc., dans le monde entier, c'est d'expliquer que les Blancs, lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on leur dit qu'ils sont racistes, s'ils ne le sont pas, ils répondent « je ne suis pas raciste ». C'est bien la preuve qu'ils sont racistes. Le fait qu'ils se défendent d'être racistes, c'est justement la preuve qu'ils sont racistes. Donc, il n'y a aucune possibilité de s'en sortir de ce point de vue-là. Le racisme est systématique. Les racisés sont tous, alors ce qu'on appelle maintenant les racisés. Alors, on verra tout à l'heure que dans les classes de collège autour de Samuel Paty, il y a des profs qui répandent cette idée qu'il y a des racisés et que cette théorie du privilège blanc est très utile à leur enseigner. Effectivement, on voit les résultats. Ça, c'est la théorie des race studies. Et enfin, la dernière venue en date, c'est la théorie de l'intersectionnalité, due à une juriste, Kimberlé Crenshaw, qui commence à exploser, si je puis dire, en France. C'est l'idée que toutes les discriminations, toutes les dominations se surajoutent les unes aux autres. On n'est pas seulement discriminé en tant que femme, mais aussi en tant que noir, mais aussi en tant que handicapé, mais aussi en tant que lesbienne, etc. etc. L'idée, l'image, c'est l'intersection. Kimberlé Crenshaw parle des carrefours autoroutiers,
où se rencontrent effectivement toutes sortes de dominations. Et effectivement, il y a l'idée que les dominations se potentialisent d'une certaine manière les unes les autres. Alors, c'est une théorie très, très, très étonnante parce qu'effectivement, on est évidemment toutes sortes de choses, mais pourquoi garder, et on verra qu'il y a plein de discussions, c'est quelle catégorie qu'on prend? Est-ce que le fait d'être, je ne sais pas, riche, ça ne peut pas être un handicap si on passe dans un bidonville, etc. Enfin, effectivement, c'est des choses qui changent sans arrêt. Et évidemment, il y a un concours pour être le plus dominé. La question, c'est d'être plus victime. Donc, si vous avez la chance d'être une femme noire, handicapée, lesbienne, grosse, etc., bah, vous avez droit à un poste en fac immédiatement. À chaque fois, je fais cette blague parce que souvent, dans les commissions de spécialistes, maintenant, on ne regarde plus les dossiers des gens. On dit « Ah oui, mais est-ce qu'on a pris assez de femmes ces dernières années ou est-ce qu'on a pris assez de lesbiennes ?» En général, je fais une blague sur ce sujet. Évidemment, ça ne me fait pas des amis. Alors, ça, c'est un premier point. Alors, l'intersectionnalité, c'est connu maintenant, puisque vous avez vu sans doute que Jean-Luc Mélenchon, l'autre jour, jeudi soir, a dit l'intersectionnalité, c'est une loi scientifique, comme la loi de la gravitation et comme la théorie du genre. C'est d'ailleurs la théorie de Mme Obono, qui est dans mon parti, et personne ne discute l'intersectionnalité. Si tout le monde discute l'intersectionnalité, personne n'en est d'accord. Mais vous voyez le côté extrêmement pervers de ce politique qui, pour essayer de rameuter quelques voix d'intersectionnalistes, va prétendre que c'est la même chose que la loi de la gravitation. C'est une théorie qui n'a jamais été discutée, réfutée, validée par des preuves, suivant les critères habituels de la méthode scientifique. Alors, il y a ces changements théoriques, et effectivement, je pense que l'université américaine souffre énormément de cela. Ça peut être des départements qui sont créés ou c'est des spécialités dans les départements de Cultural Studies, les études sur la culture. Alors, par ailleurs, il y a un autre aspect, un aspect pratique, si je puis dire, des changements absolument étonnants dans l'université américaine, c'est le changement de la psychologie, je dirais, des étudiants. C'est désormais, les étudiants américains sont des fragiles, sont des sensibles, sont des gentils. J'ai été très frappé dans les reportages le soir des élections américaines de voir que la plupart des jeunes qui parlaient de l'élection de Biden disaient c'est une victoire de la kindness, de la bienveillance. Il est gentil, c'est le critère essentiel. Alors, il y a effectivement une espèce de fragilité incroyable chez ces étudiants américains et il y a là-dessus un bouquin absolument passionnant d'un psychologue et d'un juriste qui s'appelle Haidt et Lukianoff, je pourrais vous donner les références, qui s'appelle The Coddling of the American Mind. On a parlé tout à l'heure du livre d'Alan Bloom, qui est un grand livre sur les débuts de ces problèmes américains. Coddling, ça veut dire le dorlotage, le dorlotage de l'âme américaine, comment des bonnes intentions et des mauvaises idées poussent une génération vers l'échec en 2018. C'est évidemment une référence au livre d'Alan Bloom, il a l'idée qu'effectivement, ils ont l'idée que la surprotection a un effet négatif sur l'université américaine. Cette vision maternante des relations humaines va créer des problèmes majeurs. Et il prend un exemple amusant au début du livre sur l'allergie aux cacahuètes qui a augmenté d'une manière énorme, multiplié par 3 sur 20 ans, depuis qu'on ne donne plus jamais de cacahuètes aux enfants. C'est-à-dire que ou si on vit dans un milieu hyper sain, d'une certaine manière, on va succomber aux premiers microbes. Là, effectivement, le fait que les enfants ne soient pas confrontés à des moqueries, des rires, des tapes, des jeux d'enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant. La question que se pose effectivement Haidt et Lukianoff, c'est effectivement d'où ça vient. Pourquoi les parents sont-ils si surprotecteurs? D'une certaine manière, l'idée serait peut-être qu'effectivement, il y a une espèce de crainte maximale parce que la mort, la maladie sont totalement éliminées de la vie habituelle. Ou aussi peut-être alors pour les étudiants ensuite, que le fait que ces générations soient nées par Internet font qu'ils ne sont plus jamais confrontés à autre chose. Ils sont toujours entre eux ou avec un écran, ils ne sont plus jamais confrontés au monde réel. Et cette surprotection est selon eux a des effets extrêmement pervers. Effectivement, il y a toute une doctrine qui se met en place dans les universités américaines qui essaie de mettre au cœur de l'université les victimes potentielles que sont les étudiants. Alors, il y a toute une invention de
d'un vocabulaire, si je puis dire, les micro-agressions, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas du tout l'air d'agression, mais qui peuvent, qui semble-t-il, agresseraient l'un ou l'autre. Par exemple, si vous demandez à un étudiant latino-américain où il est né, aux États-Unis, tout simplement, ça veut dire que vous pensez qu'il vient peut-être de l'étranger. Ou si vous dites, autre exemple, lors d'un recrutement de poste, si vous dites « je crois qu'il faut recruter la personne la plus qualifiée », c'est évidemment très vexant pour ceux qui pourraient être recrutés en fonction de critères ethniques, etc. Ou si vous dites mais pourquoi tu n'as pas d'accent, ben, c'est effectivement c'est la preuve que je sais pas, moi j'ai pas d'accent, je suis marseillais. Bon, ben, pourquoi c'est très agressé. Si on me pose cette question, je devrais me sentir très agressé. Alors ce qui est évidemment tout à fait étonnant, c'est que personne jusqu'à présent n'avait considéré en tout cas que c'était des agressions telles qu'elles rendent la vie insupportable dans les universités. De ce point de vue-là, dans la même série, il y a aussi la fameuse mise en place de ce qu'on appelle des trigger warnings, hein, des déclencheurs d'avertissement, des trigger warnings. Lorsque vous faites un cours sur, je ne sais pas moi, sur SAD, il faut dire attention, sexe explicite. Ou si vous faites un cours sur la Shoah, vous dites attention, horrible massacre. Ou si vous sur Gatsby magnifique, attention, misogynie, attention, abus d'alcool, etc. Donc, il y a effectivement l'idée qu'il faut prévenir les étudiants qu'il va se passer quelque chose de dur, et de manière à ce qu'ils puissent sortir, etc. Et au cas où, justement, ils auraient été choqués, il faut mettre en place dans les universités des safe spaces, hein, des espaces sûrs où ils peuvent se retrouver entre eux, avec éventuellement des psychologues, voire même des peluches, de la musique douce, des couleurs tranquilles. Et effectivement, par exemple, au lendemain de la victoire de Trump, il y a eu beaucoup de monde qui s'est précipité dans les safe spaces pour essayer de faire face à cette horrible nouvelle. Bon, alors c'est évidemment quelque chose de très, très grave. Et aussi, cette victimisation est quelque chose qui rend la vie des enseignants impossible. Là-dessus, la meilleure référence, c'est un livre extraordinaire. Moi, je ne suis pas un fan de Philippe Roth, mais celui-là, La Tâche, c'est un grand, grand livre, puisque vous connaissez l'histoire, effectivement, un prof d'université qui, évoquant deux étudiants qui ne sont jamais là, il dit « mais qui c'est ces deux-là ? C'est des fantômes, d'une certaine manière. » Il emploie pour fantômes le terme « spooks », des gens qui sont transparents. Or, il semblerait que spooks soit aussi un terme d'argot pour désigner, un terme dépréciatif pour les Noirs. Or, ces deux étudiants se trouvaient être noirs. La vie de ce prof est totalement fichue. Il va être obligé d'être envoyé de l'université américaine, etc. Et bon, je peux vous raconter la fin, puisque vous la connaissez sans doute tous. En fait, le professeur Coleman Silk s'était fait passer pour juif pour sortir de cette malédiction de la race, et il est rattrapé par cette malédiction de la race ensuite, alors il s'était prétendu juif, il s'était fait passer pour juif et marié à une blanche sans le lui dire, dit le texte, pour prendre son futur destin en main plutôt que de laisser une société obscurantiste déterminer ce destin. Et donc il y a vraiment l'idée que cette folie, si je puis dire, de la race rend les choses absolument impossibles. Je passe là-dessus. Alors, vous savez sans doute, mais peut-être, enfin, il y a une vidéo absolument extraordinaire là-dessus, de la vidéo d'Evergreen College. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est extraordinaire. Il y a une version française. C'est une fac américaine qui a été complètement bouleversée par une espèce de révolution culturelle maoïste où on impose aux professeurs de confesser leurs privilèges, de monter dans un canoë de l'équité pour s'excuser de leurs privilèges, etc. On les séquestre, etc. Et on les oblige tous à abjurer leurs privilèges, sauf un prof qui s'appelle Brett Weinstein, bon, c'est quand même qui ne veut pas, qui n'accepte pas ça, mais ça s'est terminé d'une manière catastrophique. Mais c'est vraiment l'image la pire de ce que peut être une université aujourd'hui. Alors, l'intolérance est évidemment croissante à l'université, avec ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation. On ne discute plus, on efface, on interdit, on enlève les noms. Donc, tout auteur qui pourrait être éventuellement Mark Twain emploie le mot nigger, plus de Mark Twain, etc. On efface. Alors, il y a plein d'exemples. Un professeur de chinois qui prononce un mot qui ressemble à nigger, niga.
il est renvoyé parce qu'il n'a pas voulu s'excuser. Les musicologues qui veulent déblanchir la musique classique, il y a un article extraordinaire apparaît dans la revue des Deux Mondes d'un collègue américain sur la manière dont un des plus grands musicologues juifs se retrouve cancellé comme ça par des gens au simple fait qu'il essaie de donner une vision globale de la musique occidentale, les spécialistes de littérature élisabéthaine qui proposent de noircir leur littérature, ce qui ne va pas donner quand même grand-chose. Ou des philosophes qui disent qu'il faudrait enseigner autant de femmes philosophes que d'hommes, ce qui est quand même compliqué pour l'Antiquité. Bon, alors il y a Hipparchia et Hypatie, et il reste quelques lignes de l'une et de l'autre. Mais il faudrait mettre ça sur le même plan et sur le même volume qu'Aristote, Platon, Démocrite, etc. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement, ça ne s'arrête pas aux universités de sciences humaines, et c'est là qu'on voit que les choses sont graves. Notamment, j'ai un ami cancérologue qui me dit que son travail est maintenant quasiment impossible avec les semaines de sensibilisation au genre, le fait qu'on le harcèle pour qu'il choisisse des gens en fonction du genre, et il me montrait les statistiques de Nature, etc., où les articles sur la race, le racisme systémique envahissent les colonnes d'un journal aussi sérieux théoriquement que Nature. Et donc, on est dans... il est extrêmement remonté, c'est un des signataires de cette pétition qu'on a fait, et il n'en peut plus. Une autre médecin qui a écrit un livre qui s'appelle Saltel, qui s'appelle MDPC, Medical Doctor, Politically Correct. On voit que dans la médecine, il y a l'idée qu'il faudrait remplacer, par exemple, les cours de médecine clinique traditionnelle qui visent à soigner, cure, plus par des cours sur le care, prendre soin. Donc, il faut plutôt prendre soin qu'essayer de guérir. Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et évidemment, j'ai 30 minutes, c'est ça, donc il faut que j'accélère un petit peu, peut-être. Donc, cette intolérance s'accélère dans la société, voire autour du mouvement Black Lives Matter, la tentative de déblanchir l'ensemble de la société, déboulonner les statues, enlever les œuvres blanches. Alors, maintenant, quelques mots sur la réplique française, je dirais au sens de la réplique d'un tremblement de terre. C'est un peu la même chose, en peut-être un petit peu moins fort. Les mêmes études reviennent, le postcolonial revient aussi, mais évidemment, les études, les Black Studies sont un peu moins développées, même si ça commence à arriver en France, notamment autour des Race Studies à Paris 1, par exemple, mais il y a surtout des Post-Colonial Studies ou des Décolonial Studies avec des gens proches de Houria Boutelja, l'indigène de la République, dont vous connaissez évidemment sans doute le livre « Les Blancs, les Juifs et nous ». Un de mes collègues dit qu'il faut le lire comme on conseillait de lire Mein Kampf. Hitler, c'est moins qu'un détail. Les Blancs sont racistes de naissance. Les Juifs sont des tirailleurs de l'impérialisme. Bravo à Ahmadinejad, il n'y a pas d'homosexuels en Iran, etc. Ce sont des choses tout à fait étonnantes. Alors, ce développement du postcolonial, qui est mélangé avec le décolonial, en gros, le postcolonial, c'est un peu plus scientifique, le décolonial, c'est vraiment indigéniste, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et cela va entraîner aussi des affaires d'intolérance croissante dans les universités françaises. On connaît les récents exemples de Sylvana Gacinski, qui est aussi la PMA qui ne peut plus parler, les suppléantes à la Sorbonne interdites parce que masque noir, l'UNEF qui empêche des pièces la pièce de Charles sur Charlie d'être jouée dans les facs, Mohamed Sifawi qui est interdit à Paris 1, où j'enseigne, et des choses encore plus graves et plus anciennes. Déjà en 2005, l'historien Pétré Grenouillot, qui avait écrit un livre sur les traites négrières, a été l'objet d'une plainte parce qu'il ne parlait pas suffisamment des autres traites que la traite atlantique, ou Sylvain Guggenheim, un professeur à l'école normale, dont on demande que l'on fouille son ordinateur pour vérifier qu'il n'ait pas de contact avec des sites de droite, parce qu'il a osé soutenir une hypothèse que l'ensemble de la transmission d'Aristote n'est pas passé par les Arabes, mais aussi peut-être en partie par le Mont Saint-Michel. C'est quelque chose de tout à fait honteux, et effectivement, c'est des vieilles histoires, ça fait quand même déjà quelques années. Par ailleurs aussi, il y a effectivement ce racisme systémique qui devient tout à fait utilisé, si je puis dire, dans le monde réel. Par exemple, je parlais tout à l'heure des écoles ou des collèges, des lycées autour de Samuel Paty, où circule notamment en ce moment une vidéo d'Éric Fassin, l'un de ces indigénistes, qui explique en 5 minutes que le racisme systémique existe,
les Blancs sont racistes par définition et que le racisme anti-blanc n'existe pas. Si on vous dit sale blanc, ce n'est pas une injure raciste, c'est, dit-il, une agression. Rien à voir. Bon. Et ça circule avec des profs d'histoire qui expliquent, en faisant circuler la vidéo aux parents qui, quelques-uns s'en plaignent, ils disent « Ah, c'est très très bon pour les raciser, ça leur permet de voir à quel point la situation est grave, etc. » Donc ça entretient la haine chez ceux qui pourraient avoir une autre approche, et ça entretient surtout la victimisation, c'est-à-dire c'est l'idée que de toute façon, vous êtes victime d'un racisme systémique, il n'y a aucune possibilité d'en sortir. Pareil pour les conséquences, par exemple, autour de la théorie du gender. Dans les écoles écossaises, on enseigne aux enfants de 5-6 ans « Your gender is your choice », ton genre, c'est toi qui le choisis. Et dans les écoles françaises aussi, on commence à enseigner que le genre, c'est aussi quelque chose qui est purement choisi. Alors, pour terminer, je dirais que au-delà de cette intolérance qui prend des dimensions énormes. Moi, j'ai écrit un bouquin, on fait une pétition pour dire c'est un positiviste paternaliste, sexiste, délirant, dont on attend les derniers soubresauts. Ça fait toujours plaisir. Signé par beaucoup de mes collègues, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais c'est comme ça, il n'y a plus de débat, il y a juste des pétitions. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pétition que plusieurs d'entre nous ici ont signée, la réponse a été de dire macartiste, antisémite, etc., etc., etc. Mais pas d'argument, surtout pas d'argument. Alors, les conséquences, je dirais, philosophiques ou épistémologiques, comme on dit aujourd'hui, parce que l'épistémologie maintenant est un peu galvaudée, c'est évidemment une dictature des identités et une critique de l'universalisme. Tous ces auteurs sont très hostiles à ce qu'ils appellent le républicanisme abstrait, l'idée d'un homme abstrait, d'un homme universel. Et il est très fascinant que l'une des pétitionnaires, enfin, l'une des réponses à notre pétition, c'est de dire mais je n'ai jamais vu une population où il n'y a pas qui ne serait ni vieille ni blanche, ni jeune ni femme, ni homme ni femme, ni noire ni chrétienne, etc. La pétitionnaire d'extrême gauche reprend la critique de De Maistre contre l'idée d'homme abstrait. Je connais des Français, je connais des Russes, je connais peut-être des Persans, mais je n'ai jamais vu un homme. Et effectivement, pour tous ces gens-là, l'homme, ça n'existe pas, il n'y a plus d'universel, on est enfermé dans sa classe, dans son ethnie d'origine, dans sa religion d'origine, on n'existe qu'en tant que membre d'une communauté. Voir là-dessus le très bon livre de Laurent Dubreuil qui expose cette dictature des identités dans les facs américaines et aujourd'hui. Deuxième conséquence, et j'ai bientôt fini, la fin de la vérité. L'idée, et là aussi j'ai été très fasciné par les réponses à notre pétition, la vérité, ça ne m'intéresse pas, dit l'une d'entre elles, qui a essayé de saboter notre pétition. Je ne connais que des savoirs situés. Le savoir est toujours situé. Moi, en tant que femme, mère d'enfants racisés, pauvre, etc., j'ai une expérience. J'appelle ça mon intégrité. En revanche, la vérité, je ne veux plus en entendre parler. Il y a aussi un passage extraordinaire dans la vidéo de Evergreen, je crois dans la vidéo peut-être américaine, mais où Brett Weinstein, le prof, essaie d'argumenter avec ses étudiants. Un étudiant lui répond une phrase qui, à mon avis, résume tout ça. La logique est raciste. Lui, il prend des arguments. Mais qu'est-ce que vous avez à faire de vos arguments? Ce n'est pas la peine. La logique est raciste. La neutralité scientifique est une ruse du patriarcat. Et effectivement, il n'y a plus de différence entre la science et le militantisme. Et d'ailleurs, la grande pétition qui a été faite contre nous récemment se fonde sur l'idée, effectivement, que la transmission des savoirs est fondée sur l'émancipation et la dignité. D'ailleurs, elle ne permet pas l'émancipation éventuellement à la fin. Il faut commencer par un point de vue politique. Et donc, c'est une catastrophe. Et j'imagine que ce genre d'enseignant fait des ravages dans les universités. Et dernier point aussi, il y a l'idée qu'il faut privilégier les sentiments versus la raison. Les émotions, ça c'est important. Chacun doit jouer sur ses émotions. Il ne faut pas essayer d'être neutre et d'être objectif. C'est exactement le contraire de ce que dit le Code de l'éducation, tendre vers l'objectivité. C'est ça qu'on doit essayer de faire. Et il est évident que si on fait de la politique, qu'on est amoureux, qu'on a des sentiments, ok, mais l'université, c'est quand même le lieu de l'échange d'arguments rationnels. En tout cas, c'était cela jusqu'à une période récente. Alors, pour conclure, juste quelques mots, parce qu'effectivement, je vous dresse un tableau un peu noir. Bon, effectivement, peut-être avenir peut-être pessimiste, parce que c'est vrai qu'on voit que beaucoup d'universitaires cèdent à ce chantage, et il y a des choses qui deviennent maintenant quasiment
normales, par exemple ces semaines du genre qui font perdre du temps dans toutes les universités à quasiment tout le monde. Surtout, je dis à un cancérologue qui fait de la recherche sur le cancer, on l'oblige à aller à la semaine du genre. Non, s'il vous plaît, laissez-le en paix. L'écriture inclusive qui devient la norme. Alors que, par exemple, à Paris 1, il y a trois listes de candidats, 2 sont en écriture inclusive. Je pense que je sais pour qui je vais voter, parce que c'est important cette écriture inclusive, parce que c'est vraiment l'idée de recréer un homme nouveau. On va fabriquer quelque chose qui ne se prononce pas bien, qui est inélégant, qui est imparfait, mais ça veut dire qu'on a donné son aval au bon sentiment. Ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il n'y a pas ce sont des militants et en face, il n'y a plus de militants. Et donc, c'est compliqué de résister à ça. Un autre point qui est plus ambivalent, c'est que, mais il faudrait avoir plus de temps pour en parler, c'est qu'il semblerait, et ça c'est très clair aux États-Unis, que cette doctrine de ce qu'on appelle les social justice warriors, les guerriers du combat social, ce qu'on appelle aussi les woke, les éveillés, c'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à une religion. Il y a effectivement des textes sacrés, Butler, etc., D'Angelo, il y a un péché originel, le privilège blanc, il y a des rites d'expiation, l'agenouillement, il faut se mettre à genoux, ou voire même laver les pieds des Noirs qui sont des victimes. Il y a une séparation très stricte entre le bien et le mal, il y a une espèce d'orthopraxis, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, on ne va pas lire Mark Twain, par exemple, puisqu'on parlait de ça, des règles de vie très précises, pas de contact avec l'adversaire, on ne répond pas à quelqu'un qui est du côté du mal. Il y a aussi une langue, un idiolecte, une langue sacrée, incompréhensible, mais ce n'est pas grave. Comment me dire une autre vidéo très drôle, monsieur, je ne suis pas un homme, où le type dit, mais vous m'avez mégenré, vous avez confondu mon expression de genre et mon identité de genre. Ça ne veut rien dire pour personne, et d'ailleurs, mais vous m'avez traité de postcolonial alors que je suis décolonial ou inversement. Bon, il y a un idiolecte qui devient obligatoire. C'est une religion millénariste d'une certaine manière. Il y a l'idée que l'humanité va être sauvée si on se tient à tout cela. Il y a plusieurs auteurs qui montrent que ce mouvement s'inscrit un peu dans ces périodiques renouveaux de la foi protestante aux États-Unis. Je trouve que c'est assez intéressant. Sauf que le point important et qui pose problème, et je me pose des questions, c'est la première fois que je vois une religion naître au sein des universités. C'est la première religion universitaire. Et je dirais que ça, c'est un peu inquiétant, parce qu'en général, les universités servaient justement à arrêter les errements des religions devenues folles. Là, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors, il y a aussi une autre question qui serait de savoir si effectivement l'Internet ne favorise pas tout ce genre de mouvement, notamment avec la bipolarité, like, dislike, j'aime, j'aime pas, le caractère de vie en commun de certains et la brièveté des messages qui ne permet aucun argumentaire. Alors, pour ce qui est des espoirs, je dirais, il y a effectivement quelques résistants, et il y en a quelques-uns avec nous aujourd'hui, mais effectivement, il faut... Alors, les plus résistants d'une certaine manière sont quelquefois ceux qui sont les plus au courant, bon, par exemple les spécialistes de l'islam qui voient bien ce qui se passe. Il y aurait un autre espoir, mais alors là c'est un espoir un peu pervers, c'est que par exemple avec cette histoire d'intersectionnalité, tous ces groupes s'autodétruisent et ça commence déjà à arriver, c'est-à-dire que notamment les lesbiennes sont en guerre ouverte avec les transsexuels qui viennent chasser sur leur terrain, ou entre Noirs et Arabes en France, entre les indigènes de la République et arabes et la brigade antinégrophobie noire, effectivement, ils se menacent de mort, etc. Donc, on pourrait se dire que peut-être ça peut s'arrêter. Ou plus positif, je pense qu'il y a effectivement de nouvelles formes de communautés scientifiques qui émergent. Par exemple, il y a une revue qui s'appelle Quillette, qui publie des articles scientifiques non politiquement corrects et où quelquefois on est obligé d'aller s'inscrire et qui permettent effectivement d'échanger, de faire une université en ligne, une université hors les murs. On peut espérer aussi que lorsque la vague va atteindre les départements de sciences, les politiques vont se réveiller, mais j'en suis pas sûr. Le directeur du CNRS, par exemple, récemment a fait l'éloge des post-colonial studies juste pour passer à la télé d'une certaine manière. Autre possibilité qui me semble alors
heureusement ou malheureusement plus plausible, c'est l'idée de ce qu'on appelle la Translatio Studiorum, le déplacement du savoir. Il est passé d'Athènes à Rome, puis à Paris, puis à Berlin, puis aux États-Unis. On peut penser qu'en Asie, l'histoire du savoir va continuer. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'étudiants chinois à Paris 1. Quand je leur parle de tout ça, ils sont hallucinés et ils me disent, mais venez chez nous, jamais ça ne passera. C'est ce qu'on peut espérer aussi. Voilà rapidement cet état des lieux qui est à la fois quand même un peu pessimiste, mais pas totalement. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup Jean-François. C'était passionnant, profondément anxiogène, vous avez raison. C'est un tableau un peu noir de ce qui est une forme de réalité, incontestablement. Nous l'observons tout autour de nous. Et bon, j'imagine que tous nos amis ont un très grand nombre de questions à vous poser. Malheureusement, compte tenu du format que nous avons choisi, nous n'aurons pas le temps de prendre toutes les questions. Avant de laisser Gérard Rabinovitch peut-être poser la dernière ou réagir et vous donner la possibilité de conclure pour rester dans un format de 1 heure que nous avons privilégié, je vous écoute. D'abord, j'ai envie d'en entendre un peu plus et je suis persuadé que je me fais l'interprète de tous ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui et de tous ceux qui pourront écouter cette conférence en rediffusion. On a envie de vous revoir très vite pour aller plus en profondeur sur toutes ces thématiques-là. Donc ça, c'est un message envoyé à Gérard Rabinovitch pour qu'il intègre dans sa programmation l'idée que peut-être nous puissions retrouver, j'ai presque envie de dire, presque tous ceux qui interviennent depuis le début dans ces ateliers républicains, parce que c'est tellement passionnant qu'évidemment, 1 heure ne peut y suffire. Juste un certain nombre de réflexions très rapides. On parlait il y a quelques années de compétition victimaire. Nous sommes aujourd'hui dans la surenchère victimaire. Est-ce que tout le phénomène que vous nous avez décrit n'est pas en train de conduire vers une nouvelle forme de fascisme? Et n'y a-t-il pas un danger que tous ces mouvements pseudo-intellectuels qui naissent dans l'université finissent par s'agréger les uns aux autres, fabriquer une sorte de nouveau fascisme qui pourrait à nouveau menacer l'humanité, comme on en a connu d'autres qui ont eu des effets absolument désastreux, puisque tous ces fascismes se fondent souvent sur cette idée que nous sommes les victimes de ceux qui nous oppressent, et par défense, finalement, le rejet des autres est une défense de soi, et on a là la légitimation de la violence, la légitimation de la guerre, et la légitimation d'un nouvel ordre politique qui pourrait nous tomber sur le coin de la figure si nous n'y prenions pas garde et si nous n'étions pas un peu mieux organisés pour résister face à tous ces phénomènes. Vous en pensez quoi ? Effectivement, c'est la menace, et je dirais que ce qui est inquiétant, c'est quelquefois la jonction qui s'opère entre quelques intellectuels de cet ordre. Je pense par exemple à des sociologues comme Laganerie, Héribon, etc., qui sont derrière la famille Traoré, qui font les textes, qui préparent l'argumentaire, si je puis dire, de la famille Traoré, qui, elle, poursuit son objectif qui est à la fois criminel et révolutionnaire, si on veut, enfin, d'émeute, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de lumpenprolétariat qui serait disponible. Et effectivement, c'est ça qui est inquiétant. Et je trouve, alors, c'est pour ça que je soutiens effectivement les paroles de Blanquer qui dit, dans un style un peu parlé, il dit « le poisson pourri par la tête ». C'est vrai qu'on donne des arguments à des attitudes, effectivement, de révolte violente. Si, effectivement, on est destiné de toute éternité à être une victime et que les Blancs sont de toute éternité des criminels, des racistes, etc., il est assez cohérent de dire, bon, bah, supprimons les Blancs. Alors, pour peu que ça rejoigne effectivement les courants islamistes, parce qu'eux aussi vont se présenter comme les dominés des dominés, hein, il y a un jeune collègue qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La fabrique du musulman » qui critique justement ça, avec cette idée qu'au fond, les gauches en déshérence, les France insoumises, les UNEF islamisés, etc., vont commencer à dire effectivement, c'est le musulman qui va être la victime suprême, etc. Alors, on pourrait voir d'ailleurs que derrière cette religion des woke, il y a quand même il y a le mal, et le mal, c'est souvent Israël. Bon, je dois dire qu'il n'y a quand même pas d'erreur. C'est une religion avec un peuple non élu et absolument rejeté. Bon, c'est pas, en France, ça prend pas ces formes-là, mais je pense qu'il y a quand même effectivement, il y a un risque. Il y a un risque, notamment, je dis, et c'est là que je trouve que, par exemple, Mélenchon, pour ne pas le nommer, je ne sais pas si ça sera repris, mais je m'en moque complètement, c'est effectivement quelqu'un qui invente l'intersectionnalité sans se rendre compte, et avec ça, il ramasse tous les délires ultra-victimaires de ceci ou de cela.
pour l'instant, il n'y a pas de parti important là-dessus, mais c'est une possibilité. Ces textes peuvent justifier la guerre civile. Gérard. Oui, Arié, comme d'habitude, c'est pas pour rien qu'on consonne ensemble beaucoup de choses. En effet, en lisant et en écoutant et en bavardant souvent avec Jean-François, on entend parfois évoquer un grand remplacement, mais en fait, c'est plutôt un grand démantèlement à quoi on assiste, qui est bien plus grave et bien plus en cause que l'idée du grand remplacement qu'on entend dans la doxa publique. Il y a en effet plein de répétitions et d'itérations de ce qu'on a connu dans les fascismes, comme tu l'as évoqué. Et c'est simplement les sémantisations qui sont d'époque et qui se transforment, elles. La narration n'est pas exactement la même, mais les modalités sous-jacentes se répètent. Il est clair que si on parle de sciences blanches, on va parler c'est comme si on parlait de sciences bourgeoises ou sciences juives, mais avec une ontologisation encore plus grave. Il est clair que si on fait de la cancel culture, c'est comme les autodafés ou les interdictions professionnelles des années 30-35. Si on est humilié plutôt qu'exploité et offensé plutôt qu'exploité, eh bien, en effet, c'était ce sur quoi le national-socialisme a navigué pour ramasser des masses. Il ne parlait pas de l'exploitation, il parlait de l'humiliation. Et comme disait Ernst Bloch, le racisme, c'était la forme nobiliaire de la roture. Donc, on a bien quelque chose qui est là, en gestation, d'une forme qui, moi, il m'est arrivé de façon un petit peu provocante, mais en même temps qui fait écho à ce qui se passe, c'est de parler d'un nazisme libertaire aujourd'hui, qui est un oxymore en soi, qui ne devrait pas avoir à se formuler. Alors maintenant, par rapport à Jean-François, ce que j'observe dans l'accumulation des données de cet effroi et en effet très anxiogène. Alors d'abord, une première chose, c'est Jean-François, tu parles beaucoup, quand tu parles de la French Theory, tu penses toujours à Foucault et à Derrida, en quoi tu as raison, mais je voudrais ajouter quelqu'un d'autre que me semble-t-il, tu ne devrais pas manquer, c'est Gilles Deleuze et la rhizomatique. Parce que le fait qu'il y ait un continuum permanent avec la queer, etc., ça se trouve déjà chez Deleuze. Pense que la French Theory, ce n'est pas seulement Foucault et ce n'est pas Derrida, c'est aussi Gilles Deleuze de ce point de vue. Ça, c'est une première chose. Et puis, on observe que à la fois, il y a une espèce de fusionnel bisounours, à la fois, il y a une dénonciation de l'universel. À la fois, on a une espèce de fragmentation et de segmentation infinie, comme tu l'as dit d'ailleurs, qui peut se retourner contre. Et puis cette segmentation et fragmentation infinie s'accompagne, où est l'écho, je ne sais comment l'articuler, moi, pour l'instant, avec quelque chose qui est pas de séparation, pas de frontières, pas d'asymétrie, pas de différenciation, pas de toutes choses qui sont discriminantes. C'est-à-dire, en fait, d'un point de vue de psychanalyse, ça serait comme une espèce de phobie inouïe en psychanalyse, on appellerait la castration. Et enfin, je voyais une remarque de Monette Vaquin qui disait que ça signait quelque chose qui était comme un aveu psychotique. Ben, oui, il y a un écrasement cognitif de la métaphore sur le réel, comme s'il n'y avait plus de distanciation entre la métaphore et la réalité. Or, cette littéralisation, c'est une caractéristique clinique de la psychose. Alors Jean-François, votre conclusion après cette brillante remarque bien étoffée de notre ami Gérard Rabinovitch.
très intéressant. Alors pour ce qui est de Deleuze, c'est juste parce qu'effectivement, il n'est pas très connu en fait. Ça ressemble beaucoup, mais je pense que pratiquement, ce n'est pas par lui que ça s'est passé. Pour ce qui est effectivement de ce côté mélange bisounours et nazi, d'une certaine manière, nazisme libertaire, moi je dirais un nazisme apathique, d'une certaine manière, c'est un nazisme, c'est les personnalités passives agressives, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit d'ailleurs dans l'équivalent des manifestations dans les campus américains, ils ne parlent pas, ils sont juste là, en train de bouger les mains ou des choses comme ça, et ils se font repousser, ils reviennent, etc. Et c'est à la fois extrêmement agressif à l'égard des profs qui les empêchent de parler, des étudiants qui les empêchent de venir, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement agressif officiellement, enfin, sauf exception. Pour ce qui est du retour à l'indistinct et de la psychologie, oui, je crois qu'effectivement, la Monette Vacquin sans doute aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, dans mon bouquin, tu sais, je parlais beaucoup de cet idéal ultime de Donna Haraway, la philosophe penseuse du cyborg, etc., qui maintenant prêche le compostisme, c'est-à-dire l'idée qu'on doit tous redevenir du compost et que c'est ça l'avenir radieux de l'humanité, c'est devenir du compost, devenir du sol, hein, se revenir aux éléments. Je crois qu'il y a effectivement un refus de la sexualité, de la bisexualité, c'est un vrai problème. Je pense qu'aussi cette histoire de vouloir ne pas choisir, c'est justement le refus de la détermination, le refus de grandir, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, alors là, mais je ferai plutôt appel aux psychanalystes parmi vous, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étrange là-dedans. On peut appeler ça un nihilisme d'une certaine manière, mais c'est un nihilisme, c'est pas du tout le nihilisme des nazis, la révolution du nihilisme qui veut tout détruire. C'est un nihilisme involutif qui veut s'étouffer lui-même d'une certaine manière. Mais là, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Bon, Melman dit des choses intéressantes là-dessus dans son livre sur L'homme sans gravité, mais il y a vraiment une vraie réflexion pour les psys, je pense, autour de cette question. Bien, écoutez, alors sur le chat, certaines personnes ont écrit des petits messages. Vous pouvez y aller pour regarder, pour lire. Jean-François, est-ce qu'en allant sur le chat, est-ce qu'il y a… Oui, je viens d'y aller. Là, qui ont posé des questions? Oui, Monette Vacquin m'a répondu déjà, m'a posé la question qui répond de certaine manière. L'idée de réalité qui est aggravée plutôt que l'universalisme, aveu psychotique, tout à fait d'accord. Est-ce qu'on assiste à la descente, Nicole Riahi, est-ce qu'on assiste à la descente aux enfers sans bouger, sans réagir? Moi, j'essaye, et je dis ça fait juste 15 jours de ma vie qui ont été passés à m'occuper d'une pétition. Mais bon, c'est vrai que c'est pénible. J'ai dû discuter avec quelqu'un qui était d'une agressivité, alors là, incroyable, et qui n'entendait aucun argument, qui juste me traitait d'ignorant, de pauvre type, de vieux con, etc. Soyons clairs. Belinda Canon, la première religion universitaire, bien vu, Jean. Bon, ok, bon, alors, je crois que c'est une vraie question, cette religion universitaire. C'est un truc qui m'intéresse. C'est pas très clair en France, mais aux États-Unis, c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de ressemblances, je trouve, et notamment le rituel, tout un rituel, cet agenouillement, tout le monde s'agenouille. Et pourquoi Biden a été élu, c'est parce qu'il s'est agenouillé, lui, alors que Trump, je crois, a dit quelque chose que je ne m'agenouille que devant Dieu, ou un truc comme ça. Un concours pour le premier prix de la victimisation. En général, l'exemple qu'on me sort, c'est la femme de ménage noire, sans logis ou à peu près sans logis. C'est ça l'exemple habituel, si je peux dire. Sauf que quelqu'un me dit oui, mais effectivement, mais imaginez le dernier blanc dans une banlieue islamiste, est-ce que c'est pas lui le plus victimisé de tous, donc, qui n'ose plus sortir, etc. Le lien entre le nazisme et le libertaire, n'est-ce pas la gnose? Si, bon, j'en parle un peu dans mon bouquin sur le genre, c'est clair ça ressemble beaucoup aux utopies gnostiques et aux mouvements inspirés de la gnose. C'est vrai que le livre sur les fanatiques de l'Apocalypse, le grand livre sur la gnose millénariste, est une source. Effectivement, il y a de ça. Effectivement. Alors, voilà, je crois que j'ai répondu plus ou moins à toutes les questions très rapidement, puisque oui, c'était bien de pouvoir les passer en revue. Oui, merci. On va demander à notre ami Gérard Rabinovitch ce qu'il a mis au programme de notre prochain atelier républicain pour la 5e édition dans le courant du mois de décembre. Quel sera le thème?
Alors, le thème, ça sera la violence des jeunes. Et ça sera avec un pédopsychiatre et psychanalyste qui s'appelle Maurice Berger et qui viendra essayer de traiter. Et on retrouvera ça avec le mois suivant, c'est-à-dire en janvier, avec Bentolila, 2 séances autour de la jeunesse, l'une sur les pathologies familiales qui font que des jeunes ne connaissent pas autre chose que la violence comme façon de s'identifier. Et puis l'autre chose avec Bentolila, c'est la perte du langage et le déficit de la langue et le déficit du paquet lexical comme étant aussi un facteur de violence. Voilà. Très bien. Écoutez, c'était un plaisir, Jean-François, d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup de votre participation. Je suis convaincu que nous nous retrouverons dans les ateliers républicains, que ce soit pour une nouvelle session ou pour le colloque des ateliers républicains que nous organiserons à la fin du premier trimestre de 2021. Gérard Rabinovitch, qui n'était pas au courant, est ravi de l'apprendre. Ça lui donnera un peu plus de travail pour préparer cette édition très particulière. Je vous rappelle que jeudi soir, nous avons un briefing, une conférence sur Zoom avec François Fillon et le père Patrick Desbois autour de la question des chrétiens d'Orient, de la montée et de la menace islamiste dans la perspective globale des accords d'Abraham qui ont été signés entre Israël, les Émirats arabes et le Bahreïn. Donc, vous êtes invités à vous connecter jeudi soir et à vous inscrire, bien sûr, préalablement pour pouvoir participer à cette conférence. Une petite note d'humour pour terminer notre réunion de ce soir, qui a été quand même assez chargée. Peut-être que le précurseur de l'intersectionnalité était Sammy Davis Jr. Alors, tout le monde connaît Sammy Davis Jr., qui s'est converti au judaïsme, et un chroniqueur, un journaliste lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes-vous converti au judaïsme? Il a dit, je suis noir, je suis petit, je suis borgne et je suis moche. Il ne m'en manquait plus que d'être juif. Maintenant, voilà, c'est fait. Alors peut-être qu'en matière de premier prix de la victimisation, avec beaucoup d'humour, Sammy Davis Jr., d'une certaine manière, en son temps et à son époque, avait eu cette formule-là. J'imagine que sa conversion au judaïsme était plus profonde, mais bon, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée avec nous. Rendez-vous pour jeudi soir avec François Fillon, les chrétiens d'Orient, et au mois de décembre, à une date qui sera précisée, pour la 5e édition des ateliers républicains. Bonne soirée à tous.